Hey, salut, c'est Alex du podcast Du bruit à mes oreilles, du crime à mes oreilles. Pour te dire podcast présentation du courtier immobilier Mathieu Grenier, mon cher courtier à moi. Euh, meilleur courtier. Il fait partie de l'équipe CGA. Si tu veux vendre ou acheter une maison, je te le dis, faut que tu passes par lui. Il sait cibler tes besoins, il sait reconnaître les besoins de son client. Si jamais tu veux le rejoindre, son cellulaire, c'est le 514-791-2612. Au bureau, c'est le 450-464-1000. Et vous pouvez aussi le rejoindre par courriel à info.votrecourtier@gmail.com. Les bureaux sont au 170 rue Serge Pépin à Belleuil. Pour de vrai, si vous voulez faire affaire avec une équipe de feu, allez voir l'équipe CGA. Essayez de pogner Mathieu parce que c'est le meilleur de l'équipe. Moi, je vous le dis. Puis, c'est ça. Allez toutes vous acheter des maisons avec Mathieu. Yes! Bon épisode, tout le monde. Alright! Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex aujourd'hui. Je suis en compagnie de Peter Jackson. Yes, sir. Peter, comment ça va? Salut Alexandre, comment ça va? Ça va super bien. Merci, merci d'être là. Merci de venir me jaser aujourd'hui, cet Merci à après-midi. toi. Ça fait super plaisir de te recevoir. Je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, puis de quoi tu viens nous jaser aujourd'hui. Donc, je m'appelle Peter Jackson, comme les cigarettes, et je me proclame le seul membre fondateur survivant du groupe BARF. J'ai écrit un livre, ou j'écris plutôt un livre présentement qui s'appelle La vraie histoire de BARF. Ça raconte, au début, c'était supposé, ce livre-là parlait pas de racisme, ça parlait juste de moi, puis Vincent Laplaca, puis la place qu'on occupait dans BARF, OK. du début jusqu'à temps que Vincent meure. Puis en 2020, il y a eu la pandémie, puis il y a eu un événement George Floyd Ouais. qui a vraiment changé comme beaucoup de choses pour moi parce que j'ai 54 ans, j'ai vécu toute ma vie au Québec, j'ai beaucoup voyagé parce que j'ai une mère qui travaille pour Canada. Mais tout ça pour dire que les événements de George Floyd, la pandémie, m'ont fait comme oh my God, qu'est-ce qui se passe présentement? Où c'est qu'on est rendu? Puis ça m'a fait aussi penser à Barf, où ce que les autres étaient rendus. En 2016, Vincent Laplaca il est mort. Les gars de Barf ont fait ils en ont même pas parlé. Tu vois sur le site de Barf, il n'y a absolument rien qui parle de Vincent Laplaca. Puis ils ont comme fait à semblant que Barf continuait, no problem. Donc, ça l'a, tous ces événements-là, la mort de Vincent, l'indifférence de Barf, la pandémie, puis les événements de George Floyd, ça a été comme, OK, faut que je raconte mon histoire, faut que les gens connaissent la vraie histoire de Barf, dans le sens que aujourd'hui, Barf existe pour vendre des t-shirts, puis malheureusement, la qualité musicale n'est plus la priorité. Donc, moi, en essayant de comment je peux communiquer avec les gars, hey, les boys, c'est barf, là, il y a une certaine fierté, il y a une certaine musique qu'il faut. J'ai jamais été capable de communiquer, j'ai jamais été capable de même essayer de changer les affaires. Mhm. Donc, c'est plate, mais je suis rendu au point où que j'écris ce livre pour, rétablir la vérité pour que les gens sachent exactement qui a fait quoi dans le bar. Puis deuxièmement, le problème de racisme, mais je te parle pas d'un racisme où il y a quatre skinheads qui arrivent avec des battes de baseball puis des croix gammées dans le front. Là. Mhm. Je te parle d'un racisme qui est très poli, très civilisé, très accepté. Puis c'est pas facile de parler de ça parce que quand j'ai commencé à écrire ce livre-là, suite à toutes les fans de Barf ont pensé que j'étais traité de raciste. Premièrement, je veux dire que, si on est 8 millions au Québec, on va dire qu'il y a 80 000 métalleux.
Ben, sur 80 000 métalleux, il y en a peut-être 100 qui sont vraiment racistes. Mhm. OK? Donc, en partant, je veux être sûr que si j'accuse, je parle de racisme, je parle pas de toutes les fans de métal, puis je parle pas de toutes les fans de beurre, je parle peut-être d'une centaine de personnes au Québec qui ont le pouvoir ou qui ont de l'influence. Puis c'est là le danger. Le gars qui est tout seul dans sa maison, dans son sous-sol, puis qui regarde des vidéos toute la journée, puis qui haït, whatever, c'est pas vraiment un danger parce qu'il sort dehors, il affiche ses couleurs, puis je sais qui est. Les gens, par exemple, qui font semblant d'être des artistes, d'être ouverts d'esprit, c'est là que ça devient dangereux. Parce que ces gens-là ont une influence, puis ils ont une façon de communiquer. Je parle de deux termes que j'ai bien de la misère à traduire en français. Dog whistle, puis gaslighting. OK. Dog whistle, c'est comme Trump, il va parler peut-être d'une situation, mais les vrais fans de Trump, pour eux autres, ils parlent d'une race. Même si Trump, à la télévision, va parler de n'importe quoi de vague économique, un dog whistle, c'est certains mots que tu utilises, puis si les gens qui sont dans ton clan vont associer ça à whatever. Bon savoir de quoi tu parles. Exactement. Puis l'autre, c'est gaslighting. C'est ça peut paraître très bénin, vraiment pas important, mais dans toutes les bandes, on s'écœure toutes les boys. C'est normal. Si un jour tu vas être dans ton band, tu vas chanter, le drummer va t'écœurer, puis toi, tu vas écœurer le drummer, puis le guitariste, puis il y a une certaine camaraderie qui se passe. Malheureusement, il y a une ligne. Puis une fois que tu passes cette ligne-là, ça C'est dur de devient, revenir. ben, comment je pourrais dire? On est supposé être un band, mais quand c'est toujours la seule minorité visible, moi, en passant, là, j'ai fait des shows avec Bar. À Burf, on faisait des shows avec Anonymous, Groovy Hard Rock, nomme-les les bandes nécrotiques. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de minorités visibles dans la scène métal. Puis le fait d'être le seul dans cette gang-là, ben Marc Vaillancourt, lui, il est venu populaire en faisant du gaslighting, mais poli. Jamais en utilisant des mots qui trigger, là. Tu sais, c'est juste, OK, il y a juste une minorité visible, on va écœurer la minorité visible parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. Puis, moi, de mon bord, correct, je l'ai eu de mon role minority, je sais c'est quoi de la camaraderie, je sais c'est quoi des jokes, mais il est arrivé un point où ce que Marc Vaillancourt était comme, OK, ça c'est un autre problème. Là. Ça c'est rendu, c'est plus de la camaraderie, c'est plus des Tu te jokes sentais plates. attaqué, là. Là c'est rendu sa façon de... C'est plate à dire, mais le phénomène douchebag, souvent les douchebags vont prospérer parce que les gens autour, wow, t'as-tu vu la façon qu'il a parlé à cette personne-là, ou t'as-tu vu la façon qu'il a rabaissé cette personne-là, ou t'as-tu vu la façon qu'il a agi en rockstar? Ça dépend des valeurs, ça dépend des personnes, je comprends tout ça. Mais en 2022, si tu vas dans un show métal ou dans un show punk, il y a plus de chances ou il y a plus de pourcentage de minorités visibles, de femmes, même d'handicapés. Le monde évolue, puis comment je pourrais dire, la scène métal, c'est pas juste des jeunes blancs du 4-5-0. C'est tout le monde maintenant. Mhm. Donc, maintenant que je sais, parce que je le vois de mes yeux, je vais dans les shows métal. D'ailleurs, j'ai vu il y a un mois Cries of Blood, c'est quoi, trois bands, Nexus Dim, ou je suis pas sûr des noms de bands, mais c'était trois bands montréalais locales qui sonnaient comme des pros. Puis il y avait des latinos, il y avait du monde comme moi, des bruns, des paquis ou des hindous, je ne sais pas. Il y avait même une personne handicapée. C'est comme, on ne peut plus penser comme en 1980 puis en 1990. Faut évoluer. Faut que le métal évolue. Ça, c'est une autre affaire. Je fais une parenthèse. Je ne sais pas comment tu es un gros fan de métal, mais pour moi, à partir de Cryptopsy, toutes les bandes après ça, là, c'est tout Cryptopsy varié. Dans le sens que toutes les bandes vont super vite, toutes les bandes ont 1 million de notes. Puis des bons bandes métal originales qui révolutionnent un petit peu le style, Mhm. c'est extrêmement dur à trouver. Ah ouais, Puis c'est. je compare ça à Voivod. Voivod sont encore des astidistes de malades, ces gars-là. Ils n'arrêtent pas d'évoluer. Puis je sais qu'ils vendent des t-shirts. Toutes les bandes vendent des t-shirts. C'est ça qui remplace les disques qu'on vendait, puis les CD, tout ça. Mais
la priorité de Voivode, c'est la musique, puis ça paraît dans chaque chanson. Ça paraît dans leurs entrevues. Malheureusement, je peux pas dire la même chose pour Barf. Puis en tant que membre fondateur de Barf, je sais que les gars veulent pas le reconnaître, mais j'ai une responsabilité à la réputation de Barf. Ça paraît pas, là, mais en 2004, les gars ont sorti un DVD, puis c'était le pire show que Barf qui avait jamais sorti. Mais ils l'ont sorti quand même parce qu'ils savaient qu'avec le nom Barf, c'était pour faire de l'argent. Puis oui, ils ont fait des sous. Mais à long terme, tu perds des bands quand tu sors de la crap. Tu fais juste diminuer ton ban. Si Barf avait vraiment arrêté en 1999, comme on avait dit, notre dernier show, on n'aurait pas fait d'autres choses, ça a été vraiment on parlait de Barf comme des légendes du métal parce que ça a fait ça, puis on a arrêté. À la place, ça fait ça, ça monte, Back from the Grave, OK, c'est un échec. Je vais appeler le drummer de Voivode, m'a faire une autre band qui s'appelle Les Écorchés, puis m'essayer de vendre autant de chandails. Ça n'a pas marché, OK. Je vais rappeler les gars de Barf, puis on va faire ça pas trop compliqué comme le vocal des Écorchés pour que je sois capable de suivre, puis on va mettre un logo de Barf. Ça sera jamais Barf de cette façon-là, man. Ça sera jamais Barf. Donc, Barf Acoustique existe, pour la musique de Vincent Laplaca. J'ai encore des tunes à lui, même s'il est mort en 2016. On a eu la chance de se réunir en 2014 pour Morrow. Donc, je veux travailler sa musique. Moi, je veux amener un côté plus progressif à Barf. Quand je suis arrivé à Barf, en surprise, déjà le band était punk metal. Moi, je suis arrivé, j'ai ajouté un petit côté prog parce que avant, comme, je sais pas, moi, en 1988, mon premier appartement, c'était un local de musique au-dessus d'un lave-auto. Puis Denis Lepage connaissait quelqu'un qui jouait de la bass, la même bass que Geddy Lee de Rush. Puis nous trois, on jouait de Rush. Donc, je sais que Denis Lepage, c'est un prog avant d'être métal. Donc, quand je suis arrivé dans le bar, on a fait des 7-8, on a fait des 5-4, on a chopé des mesures, puis Vous avez changé ça un peu. on a eu du fun. Le problème, c'est que Marc, c'est pas un gars prog. Donc, autant que j'ai comme aidé la musique avec plus prog, j'ai comme éloigné un peu Marc. Parce que, à surprise, Marc était comme full willing, mon gars. On essaie ici, on essaie ça. C'était comme. C'était ma première année dans le bar, puis les gars étaient super contents, super cool. Les gars disaient ah, à cause de Peter, le band il est rendu meilleur. À cause de Peter, on a ça. À cause de Peter, on a trouvé ça. Les gars n'arrêtaient pas de me vanter. Puis là, whoop, 2 ans après, je reçois un appel de Snake de Voivode. Il a besoin d'un drummer pour son band. Je capote. Je suis un fan de Voivode depuis que je les ai vus avec Merciful Fate, la tournée War and Pain. Je dis annonçant les gars de Barf, puis c'est là que ça a été la fin, on dirait, de ma relation amicale avec les gars de Barf. Les gars n'ont jamais digéré que j'avais un autre band avec le chanteur de Voivode. Puis c'est là que j'ai vu les vraies couleurs. C'est là que j'ai vu le vrai Marc Vaillancourt, le vrai Denis Lepage. Tu as vu comme une rancune se créer là, une jalousie. Je comprends la compétition, hein. Entre toutes les bandes, on se compétitionne, puis oui, à face avec d'autres bandes, on les félicite, mais quand les bandes sont pas là, hey man, tu le sais, il n'y a pas beaucoup de monde à leur choix, hey, tu le sais, le gars, il s'est fucké. Je le comprends, ça, il y a une compétition entre les bandes, tout ça. Mais dans le band, cette compétition d'être le plus populaire, puis de vouloir toujours faire ça en pyramide au lieu de faire ça tout égal. Là, présentement, si tu vas sur la vraie histoire de Barf, tu checkeras les commentaires. Ah, Peter, c'est un menteur. Peter, il est instable. Peter, il est ci. Peter, il est ça. Les 5 ans, j'étais dans le bar. C'est moi qui s'occupais de l'argent parce que la première fois qu'on a fait un show, j'ai donné l'argent à Marc. Puis quand c'était le temps de déposer l'argent, il en manquait. Le deuxième show, j'ai donné à Denis. Quand c'était le temps de déposer l'argent, il en manquait. Après ça, le troisième show, puis pendant 5 ans après, c'est moi qui s'occupais de l'argent. J'ai jamais manqué une crise de scène. Les gars m'ont fait confiance pendant 50 ans. Puis maintenant que je fais mon livre, tout d'un coup, je suis cette personne menteur, cette personne instable, cette personne sans. En tout cas. Donc, merci pour cette occasion de partager ma version parce que je trouve ça important, pour l'intégrité musicale de Barf, pour ce que ça vaut. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de l'intégrité musicale? Tu ne peux pas payer un loyer avec de l'intégrité musicale. Tu ne peux pas acheter de la bouffe avec de l'intégrité. C'est quoi de l'intégrité? Ben, pour moi, c'est des années de pratiquer dans un local où ce qui fait chaud, des années de t'endetter pour des cymbales, des drums, t'endetter
faire des chicanes avec tes blondes, toujours perdre tes blondes parce que tu es toujours en train de faire de la musique. C'est ça de l'intégrité. Donc, c'est ça. J'essaie de faire une version qui, j'espère, va. En passant du jour au lendemain, je sais que je ne pourrais pas guérir le racisme. Ça n'existe pas. Il va y avoir du racisme. Mais peut-être mes enfants, puis peut-être les enfants de mes enfants vont pas vivre ce que j'ai vécu. Puis la seule façon de faire ça, ben, c'est en écrivant des livres, en parlant, puis en jasant avec du monde comme toi, Alexandre. Yes. Puis, est-ce que c'est de quoi que t'as vécu vraiment, tu sais, avec d'autres formations, des choses comme ça, tu sais, ou que t'as vu vraiment dans la scène des problèmes de racisme comme ça au Québec? Puis... moi, je viens de Montréal-Nord. Mm-hmm. Il y avait des métalleux, mais les métalleux que moi j'ai rencontrés venaient de Sainte-Thérèse, Boisbriand, Saint-Eustache, toute cette gang-là. Puis mon frère, mon coloc, Vincent Laplaca, un jour, on habite ensemble, un jour j'arrive et il dit Hey, qu'est-ce que tu fais avec ce linge-là? J'avais acheté une chemise indienne, puis j'avais acheté un Diabella. Le gars m'a dit, si tu achètes la chemise indienne, je te donne le Diabella. Alors, moi, j'arrive à la maison, puis j'ai de l'air d'un musulman. Vincent, il arrive, il me voit avec ça. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis, à partir de ce jour-là, il m'a appelé Abdul, jusqu'à temps qu'il meure. Mais je sais pourquoi il m'appelait Abdul. Tu comprends-tu? C'était pas, hey, t'as la peau brune, puis là, moi, je vais faire une chose raciste. Non, non. C'est parce que j'ai comme provoqué la situation en portant un morceau de linge que j'ai jamais porté de ma vie avant ça. Anyway. Donc, quand tu parles de racisme, c'est toujours des jokes parce que je suis toujours la seule minorité visible. Puis imagine-toi, t'es une femme dans un band métal, tu es toujours la seule fille. C'est sûr que les jokes vont être en conséquence, j'imagine. Tu sais, ou tu es le seul aveugle, ou tu es la seule personne en chaise roulante. Tu sais. Donc, dans mon cas, si tu faisais des jokes de Abdul, tout ça, moi, je faisais des jokes de 4-5-0. C'est facile de faire des jokes de 4-5-0. Malheureusement, tous les autres gars dans mon band viennent du 4-5-0. Donc, quand j'attaque une personne, j'attaque tous les gars. Mais dans le cas de Barf, c'est spécial parce qu'il y a une certaine... Marc, c'est un sociopathe dans le sens qu'il manque d'empathie. Donc, oui, il va essayer de te caler, mais il ne réalise pas à quel point que sa joke peut être déplacée parce qu'il n'y a pas de ligne de conduite, il n'y a pas de compas moral. Lui, il a juste un but dans la vie, c'est écraser les gens à côté pour être plus populaire puis se relever. Ou se lever plus. Donc, je suis rendu là, c'est plate parce que ce que Marc a fait pour Barf, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont été capables de faire ça. Tu sais, là, je suis en train de parler du mauvais côté de ce chanteur-là. Mais le bon côté, c'est que ce gars-là, il donne un crise de show. Puis tu as le goût d'aller voir Barf, tu as le goût d'embarquer dans la tune, tu as le goût. Puis je pourrais jamais enlever ça à Marc. La musique de Denis, je pourrais jamais enlever son playing. Ce guitariste-là jouait la guitare 24 heures sur 24 avant. Il avait tout le temps une guitare dans les mains. Faut que je parle des bons côtés. Le mauvais côté, par exemple, est tellement mauvais que ça efface tout. Tout l'argent que tu fais avec tes t-shirts, toute la musique que tu fais, que tu penses que tu fais après 2004, c'est juste de la crise de merde parce que tu le fais pour vendre des t-shirts. Mm-hmm. Puis, est-ce que c'est de quoi que pendant un moment tu pensais que c'était fait comme inconsciemment, que ça s'en rendait pas compte? Que... Ben, comment je pourrais dire? C'est une bonne question, ça, parce que en passant, je parle de racisme, mais moi aussi, j'ai un côté raciste comme tout le monde sur la terre. J'ai même travaillé dans les bars de danseuses pendant 20 ans de temps. Puis quand je faisais du booking, la première question que je posais aux filles, t'es-tu blanche ou t'es-tu noire? Donc, on est-tu d'accord que moi aussi, je suis pas blanc comme neige ici, là. Moi aussi, j'ai été raciste là, pour faire de l'argent. Puis c'est dans mon livre, j'explique le lien entre le racisme et l'argent, puis le racisme et le sexe. Je serais surpris si j'avais identifié 100 personnes racistes dans la scène métal, il y en a peut-être une, c'est une fille, 99, c'est des gars. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte, puis ça, c'est pas à cause des Québécois, c'est pas à cause des Canadiens. Les médias nous ont entraînés
avec les races, avec les sexes, veux pas. Euh, on vit dans un monde où que la femme, c'est juste des seins puis des fesses. Les hommes, c'est juste des gros pénis puis de l'argent. Puis pourtant, on sait que nos valeurs québécoises, n'importe quelle valeur que tu sois de n'importe quel pays, C'est on bien est plus beaucoup que plus ça. haut que qu'est-ce que les médias nous disent qu'on devrait être. T'sais? Et puis Donc, aussi, à chaque fois qu'il s'est représenté quelque chose qui se passe ailleurs, c'est toujours du négatif puis du terrible. C'est rare qu'on voit dude, du positif, là. c'est malade, mais en même temps, tu te dis, bon, on a accepté ça pendant tant d'années. Maintenant, il y a une évolution. OK, on n'utilise plus le mot noir. Même, j'écoute 20 ans d'un club de danseuses. À chaque fois que j'entendais le mot nigger, ça me faisait comme, OK, je sais pourquoi que ce rapper-là utilise ce mot-là, parce qu'il vend des disques. Puis je sais pourquoi le gars qui appartient à la compagnie de disques, il trouve ça drôle qu'un noir utilise ce mot-là pour vendre des disques. Puis tout, ce racisme qui est comme acceptable, ah, c'est correct, lui, il a le droit de dire ça parce que lui, il est ça. Elle, elle a le droit de dire ça parce qu'à quelque part, on est en train de se tirer une balle dans le pied juste pour Mhm. vendre des affaires. Puis, comment je pourrais dire, George Floyd, ça a été un événement. OK, repensons, repensons à ce qu'il faut faire aujourd'hui. Moi, j'ai pas d'enfants, mais ceux qui ont des enfants vont rencontrer leur Marc Vaillancourt, leur police un petit peu raciste, leur professeur peut-être raciste. Plus vite qu'on passe le message, plus vite qu'on peut changer. Ah ouais, puis ça, tu sais, comme tu dis, ça a été comme un moment marquant pour parler encore plus de racisme là, dans ton livre puis tout ça. Comment que t'as vécu ça, justement, cet événement-là de Joyce Floyd? Comment que t'as perçu ça? Comment ça t'a Ben, affecté? c'est arrivé pendant la pandémie, donc tout le monde était comme à la maison en train de virer fou. Donc, je ne sais pas si j'aurais réagi pareil s'il n'y avait pas eu une pandémie ou que j'aurais juste concentré 8 heures par jour à regarder YouTube parce que rien d'autre à faire. Peut-être que j'aurais passé par-dessus comme une autre journée. Il y en a combien de personnes noires qui se font tuer par la police aux Mhm. États-Unis, au Canada, partout à travers le monde? Tu sais, c'est juste une poussière dans un univers, mais la pandémie, George Floyd, c'est juste plein d'événements qui sont arrivés en même temps. Ça l'a comme réveillé en dedans de moi. Tu sais, veux pas, partout où je suis allé, je sais c'est quoi la vibe, une funny vibe. Je sais pas si tu as déjà été dans une pièce où il y a 9 autres personnes d'une race différente, mais quand tu es la seule personne différente, il y a une seconde que tu sais qui va être raciste, qui sera pas, juste à cause d'une vibe ou à cause d'un regard ou Ça se whatever. ressent tout de suite. Puis, ce qui est bizarre dans moi, je suis la seule personne brune avec ma soeur dans ma famille. Tout le monde est blanc dans ma famille. Ma mère, c'est Diane Langelier, Saint-Roch-à-la-Chigan, est allée en Jamaïque 2 semaines. Elle a rencontré mon père qui était un hindou né en Jamaïque. Elle restait là 3 ans. Puis ma grand-mère m'a dit que quand elle a annoncé à mon grand-père qu'elle était enceinte d'un homme qui n'était pas blanc, mon grand-père ne parlait pas à ma mère. C'est ma grand-mère qui faisait. On est en 1968, Mhm. ça pensait encore de même. Ouais. Ma, ma, ma mère est retournée faire ma soeur en 69. Là, Puis le mon grand-père, il grand-père, devait capoter, là. là, il a changé mon grand-père. Puis ça, c'est ma grand-mère qui me dit ça. Elle est morte aujourd'hui, mais si je la crois, j'étais tellement un beau bébé que mon grand-père, il a comme, OK, OK, elle peut revenir. Donc, ma famille, dernièrement, j'ai une famille avec 2 chanteurs métal, Philippe Langelier puis Gabriel Langelier. Puis, on a un souper de Noël en 2018. Philippe, il sort avec une femme qui a 2 enfants, moitié haïtien, moitié québécois. On est tous là, une douzaine à souper. Puis tout d'un coup, Gabriel commence à raconter une histoire. Moi puis Gabriel, je l'ai fait rentrer dans un bar de danseuses. Puis tu sais, les bars de danseuses, le langage qu'on utilise, c'est pas tout le temps approprié dans un souper de famille.
Donc, Gabi, il sort le mot nègre devant les deux petites filles, moitié haïtiennes, moitié québécoises. Philippe met son pied à terre puis commence à corriger Gabi. Moi, pour la première fois dans ma vie, dans ma famille, j'ai 54 ans, c'est la première fois que je vois ça. Quelqu'un qui corrige une autre personne de ma famille pour ce mot-là. Ça a changé ma vie. Mhm. Malheureusement, c'est des changements qui prennent du temps. Donc, j'empêcherai jamais mes cousins de dire le mot nègre parce que c'est ancré dans ma famille. Leur père, mon oncle Louis, il a 72 ans. Tu peux pas changer quelqu'un qui est rendu à 72 ans. Hey, là, il faudrait que tu sois un petit peu plus conscient, un petit peu plus sensible. Mais les enfants de Philippe Odin, lui, il grandira pas avec cette mentalité-là. La fille de ma sœur, Alexis, Ça prend des générations pour c'est changer. un nouveau monde. J'ose croire que c'est un nouveau monde. Mais je pense que aussi on est plus le monde est plus conscient de toutes ces choses-là qui se passent aussi là dernièrement, il y a beaucoup de mouvements qui s'est fait justement durant la pandémie. Il y a beaucoup de mouvements pour les femmes aussi, pour le racisme qui s'est développé aussi durant la pandémie. Je pense qu'il va y avoir un pas aussi déjà de fait à partir de là. C'est c'est pas mal un des seuls bons côtés de la pandémie, c'est qu'on a eu le temps d'arrêter stop and smell the flowers. Là. On a pris le temps de regarder autour de nous. Puis quand tu regardes autour de toi, tu vois que les riches viennent plus riches, les pauvres viennent plus pauvres. C'est toujours les mêmes tactiques de division. C'est Mhm. toujours, en passant, si tu veux régler le racisme, là, le plus gros problème sur la Terre, c'est le sexisme. Il y a la moitié de la planète qui se fait piler dessus, qui se fait traiter de la merde parce qu'ils n'ont pas de pénis. Si Mhm. tu règles le sexisme, tu viens de régler le racisme, tu viens de régler l'homophobie, tu sais, il y a tellement de façons de diviser avec la politique, avec la religion, avec les styles de musique, avec les médias. Hey man, faut que tu aies tel maquillage, faut que tu aies telle voiture, faut que tu aies tel. Il y a tellement de façons de diviser que si on est capable de revenir à la source, c'est quoi la source? C'est la famille, c'est nos voisins, c'est la communauté. Mhm. Après ça, si tu es capable de construire à partir de ton immédiat, là, après ça, tu as peut-être le moins de goût de caler ton voisin ou pointer du doigt, hey, c'est à cause d'eux autres qu'on n'a pas de job, ou c'est à cause d'eux autres que ça coûte cher, ou c'est à cause d'eux autres que c'est dangereux ici. On en regarde les gens de notre famille, on commence avec notre famille, nos voisins, notre communauté. Ouais, tout Tu se vas voir, bâtit si tout le monde tranquillement, fait là. ça, si tout le monde fait ça, ben, il y a une planète au complet tout d'un coup qui se calisse du 1% qui fait juste faire des milliards puis des milliards avec la division, avec la politique, avec la. En tout cas. Si on était milliardaire, on ferait sûrement pareil comme eux autres, juste pour rester riches. La crise d'argent. En effet, en effet. Ah, ouais, oui. Puis, est-ce que tu trouves que pour toi, ça a été dur de t'intégrer justement en étant une personne racisée dans la scène métal montréalaise? Non, non, en passant, là, moi, je joue du métal depuis que c'est inventé. Là. Premier band métal, c'est Awake. Premier show métal en 1985 à Montréal-Nord. For Whom the Bell Tolls, Black Magic, Merciful Fate. On était les premiers en 85 à faire cette musique. On l'a fait tout croche parce qu'on ne savait pas jouer, mais en 85, on voulait vraiment faire cette musique-là. Puis j'ai eu plein de bandes parce que quand tu es un drummer métal, tu as toujours 4 bandes en même Je temps. pense que Tout le peu monde importe quel genre de drummer que t'as, t'as tout t'as le toujours temps. quatre. En plus, je travaille dans les magasins de musique, j'ai ma vanne, puis j'ai mon local de musique. Donc, tout le monde me veut tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, comme je te dis, j'ai vécu Barf. Puis après ça, tout de suite après, j'avais Snake de Voivode. Quelqu'un qui a voyagé à travers le Qui monde, est établi. qui a littéralement vu toutes les races qu'il y a sur la planète. Tu peux pas impressionner Snake, là. Tu sais, Marc Vaillancourt a pris l'avion la première fois avec Barf. Tu sais, moi, je suis probablement la première personne minorité visible que Marc a vue. Snake, il a fait le tour du monde. Donc, quand il m'a vu, puis il m'a vu jouer du drum, il n'a pas vu la couleur, lui. Il a vu 20 ans de métal, de rock, de drum. Il a vu de la solidité quand je jouais. Il a vu, OK, ouais,
C'est pas quelqu'un qui est tout le temps en train de faire du double bass. C'est pas quelqu'un qui est en train de Terry Bozzio à chaque 2 minutes. Je savais que si j'étais pour jouer avec Snake, c'était la chanson qui était pour être le plus important. Puis des fois, la chanson n'a pas besoin du drummer. Des fois, tu joues pas pendant 4 mesures. Des fois, tu joues très soft. Des fois, tu enterres tout le monde. Mais la beauté de faire de la Travaille musique pour la avec chanson. c'était tout le temps une priorité musicale. Puis c'est plate, mais c'est ça qui m'a fait réaliser à quel point que Marc Vaillancourt était là pour les t-shirts et non pour la musique. Puis quand tu es rendu à ce point-là où ce que l'argent est tellement important que tu vas faire n'importe quoi pour avoir les papiers, rabaisser les gens autour de toi pour que tu sois la star, c'est là que ça devient un problème. Donc, je t'avoue, si j'avais pas rencontré Snake de Voivode, j'aurais peut-être même pas déclenché ce côté-là, guerre entre moi et Marc. Peut-être que je serais encore dans le bar, tu sais. Mais Snake m'a allumé les yeux, puis mille merci à Snake d'être la personne d'être la personne. Je suis content qu'il ait débarqué de Voivode, qu'il ait fait mon band, puis qu'il a retourné sur le top de la planète avec Voivode. Qui a une deuxième chance à autant de succès dans sa carrière? Qui a une deuxième chance de même? Ouais, Du il y en a monde pas comme beaucoup. Snake, du monde qui sont intègres, du monde qui sont là pour la musique. Ça a dû être justement toute une expérience de pouvoir partager la scène avec lui, de pouvoir faire de la musique avec lui. Dude, je vais t'envoyer le lien. On a fait la première partie de Testament. C'est un des meilleurs shows qu'on a fait. On avait 2 guitaristes en feu. J'avais le À quelle Bill place, Thompson, ça? le guitariste de plein de bandes métal. C'est aussi le luthier chez Steve's Music. On était 5 gars qui travaillaient chez Steve. C'est pour ça que ça s'appelle Union Made. Snake a dit on cherche un autre band. Puis il dit ben Chris, on travaille chez Steve. On va appeler ça Union Made. Une chance qu'on n'a pas parti une union, man. On serait mort aujourd'hui. Mais merci à Steve Music en passant. C'est une petite parenthèse, là. Steve, à chaque fois qu'on faisait un show, il passait un micro à Marc Wireless. Puis je sais que Marc n'a jamais remercié les gars de Steve, mais pendant 2 ans, Rentals ont passé un wireless de 800$ à Marc Vaillancourt. Donc, merci à Steve's Music. Merci à Steve's Drum Shop. Ils m'ont gâté avec Sabian, ils m'ont gâté avec DW, ils m'ont gâté avec ProMark, ils m'ont gâté avec Evans. Il n'y a pas un drummer plus gâté sur la terre que Peter Jackson. Merci Steve Music, merci Lenny, merci Lorne, merci toute cette gang de musiciens, de vendeurs, c'est des artistes aussi. Il y a des artistes qui travaillent chez Steve. Là. Donc, ça, c'était ma parenthèse. Steve. Mais tout ça pour dire que on a pris, une fois que tu connais un certain succès, tu en veux plus, tu veux le garder, mais on oublie qu'est-ce qui a fait le succès. Tu sais, dans le cas de Barf, là, c'est pas parce qu'on passait à la radio, là, c'est parce que les gars jouaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais après ça, tu prends un certain. Ah, ben là, on est rendu Barf, on a 30 ans, on n'est pas obligé de faire ça, pas obligé de faire ça. Dude, c'est pas parce que tu as 30 ans d'expérience que tu n'es pas obligé de recommencer à la base. Mm-hmm. Il y en a un qui me fait rire là, cette semaine, justement, là, le band de Yellow Molo là, qui ont annoncé leur retrait de la musique. Oh! My God, je les ai vus, man, dans c'est quoi le bar, là, au vieux pub, Saint-Pub? Le Ouais, vieux au pub vieux. sur Saint-Paul, sur Saint-Paul. Ouais, ouais. Il y avait les deux, whatever. En tout cas, man, les gens étaient sur la table, debout de sa table. J'ai jamais vu un band à faire virer la place à l'envers comme. Puis ils ont tourné, ces gars-là, là. On Ah, parle ils de ont tourné 300 en masse, par hein, année mais pendant toute l'année, là. ils ont perdu l'essence du pourquoi ils faisaient de la musique parce que ils ont annoncé, je sais pas si t'as vu leur annonce de retrait, là, parce que là, Non, ils se retirent de la musique québécoise, là, c'est fini, Yellow Molo, parce que les radios veulent pas y passer. ouais, OK, ça c'est. C'est comme, Ouais. ben là, les gars, c'est parce que l'essence, c'est pas de passer à la radio, c'est d'avoir du fun, justement. Tu sais, il dit en plus dans le message, on a toujours une belle réponse du public, on a du plaisir, mais les radios veulent pas nous passer, on fait plus de musique. C'est On comme, est-tu d'accord que plus vraiment. T'écoutes-tu la radio? mais non, écoute, plus personne n'écoute la Oh, les radio. radios, c'est quoi la radio? C'est Chon? Mais est-ce que le monde écoute encore Chon puis c'est KMF? Mais non, lui c'était c'est quoi, puis énergie, là. Puis là, aujourd'hui, il a aussi Ok, mis un ouais, je peux croire message. ça, c'est des millions puis des millions d'autres. Ok, je comprends son trip, là. Puis aujourd'hui, Mais en il a même mis temps, un de blâmer message qui les veut plus radios. que C'est quoi puis Énergie passe ses chansons Sabrina puis Gros Zéro.
Ils ont peu le droit de dépasser. Ils ont fait de l'argent avec la Soca, man. Ouais, C'est mais c'est ça. un groupe. Puis ça, tu vas voir de plus en plus, j'ai vu ça aussi sur Facebook, les cover bands sont plus faciles à booker que des bands originales. Puis c'est plus payant. Donc, tu sais, ça paraît pas, là, mais Alcoholica a joué plus souvent, a fait plus d'argent que Grimmskunk. Puis c'est un cover band. Donc, là, Yellow Molo, je pense qu'ils ont tombé dans cette zone où, oui, ils ont des originaux, mais ils sont tellement connus pour les covers que, tu sais, c'est qui va voir Yellow Molo? C'est-tu des gens qui veulent voir des covers ou c'est des gens qui veulent voir de l'original? Ah, c'est ça. M'amener, ouais. On veut tout l'entendre, le petit castor. Là. En tout cas, merci à Yellow Molo. Je connais le drummer qui est un méga drummer. Il a acheté son DW chez Steve's Music. Puis quand j'ai vu son kit, j'ai dit, il m'en faut un pareil, man. Il m'en faut un pareil. Mais à chaque fois que je vendais un DW, je me disais, il m'en faut un pareil, il m'en faut un pareil. Comment t'as commencé à jouer du drum? C'est une drogue. Ah ouais, hein? Ouais. Comment que t'as commencé à en jouer, justement? Ah, toute ma vie, j'ai joué du piano. Mon oncle, c'est un chanteur d'opéra. OK. À 8 ans, j'ai commencé à gosser sur son piano. Puis j'ai tombé en amour avec le piano. J'ai même eu la chance d'avoir une des pianistes à Louis Langelier, madame, j'oublie son nom. En tout cas, excellente pianiste, m'a donné des cours, mais à 15 ans, mon chum Yannick Dehaye, il me dit, hey man, on a besoin d'un drummer. Je dis, moi, je suis un pianiste. Il dit, non, non, on a besoin d'un drummer. Puis j'ai embarqué sur le drum, puis ça a changé ma vie. Puis en passant, essaie de trouver un band quand tu es un pianiste. Good luck. Puis à cause de ce groupe-là, on a joué Femme ou fille de Claude Dubois à notre premier show, Lick It Up de Kiss, Owner of a Lonely Heart de Yes, euh, Jumping Jack Flash, Rolling Stones. Man, je regarde le setlist là, de Claude Dubois à Kiss. Ça prend juste une gang de Montréal-Nord pour faire un show aussi. Donc, merci à Yannick Dehaye de me changer de pianiste à drum. J'aurais pu être quelqu'un qui a réussi, mais non, à la place, j'étais un drummer metal punk. Merci Yannick. Ça peut être une réussite quand même. Je considère ça une réussite. D'ailleurs, je ne sais pas si tu peux voir, là. Je peux-tu faire un petit plug Ben pour oui, ben Studio oui. Drum 101? Yes. Studio Drum 101 au 5500 Folum, le plus beau studio de musique métal à Montréal. J'ai 2 nouveaux partenaires, j'ai de la nouvel équipement, des nouveaux micros. Donc, on est d'accord que maintenant, tous les musiciens ont un ordinateur puis une carte de son à la maison. Donc, vocal, guitare, bass, tout le monde le fait à la maison. Mais quand c'est le temps de faire du vrai drum, Studio Drum 101. Alright. Ben, on va mettre ça dans les liens, mais tu m'enverras ton lien, puis je vais le mettre dedans. Merci Dans la Alexandre. description de l'épisode. Puis, comment justement aussi t'as commencé à t'intéresser? Là, tu parles, tu faisais du piano, t'étais connaisseur d'opéra, mais comment que Ben, tu t'es le fait d'avoir avenu un au oncle qui métal? fait de l'opéra, en passant, mon oncle, c'est pas juste un chanteur d'opéra, c'est un fanatique de musique. Ok. Donc, imagine-toi, tu as 8 ans, tu vas chez ton oncle, puis il y a une pièce juste des vinyles, littéralement, du plancher au plafond, les 4 murs, juste des disques. Puis un piano en plein milieu de ça, puis un système de son. Donc, les dimanches, quand la famille Une allait chambre chez de lui, rêve, là. dude, t'as 8 ans, tout ce que tu fais, tu écoutes de la musique. Puis, à cause que je ne pas tout le temps sur l'opéra, il y avait des disques de Time Life. Time Life, c'est comme, toutes les décennies de toutes les compagnies de disques sur une compilation. Ok. Donc, tu avais du country, tu avais du hip-hop, pas Tous du les hip-hop, genres. du jazz, de la vieille musique. Donc, moi, j'écoute ça. Tu sais, j'ai un piano, j'ai de la puis je parle pas à ma famille pendant 5 heures. Le seul temps que je vais voir ma famille, c'est quand il y a de la bouffe. Je vais manger, puis après, je reviens. Ça a été comme, pour moi, mes premiers cadeaux de Noël, mes premiers longs jeux, c'était Elvis Presley, puis la 1812 Tchaïkovski. Je capotais parce que l'enregistrement, il y avait des vrais canons. Ta 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 ta.
Ta, 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 ta. J'ai 8 ans, j'écoute ça dans un système de son. À l'époque, 50 watts, c'était fucking fort, man. Puis ça a tout changé ma vie. Puis là, après ça, wow, le métal est arrivé, man. Puis oublie ça, là, c'est comme... En passant, mon groupe préféré, c'est Rush. Je vais toujours être le plus gros fan de Rush parce que je suis un drummer. Puis aujourd'hui, à 54 ans, j'ai mon groupe progressif instrumental fusion prog que j'ai... Ça, je vais t'envoyer ça, du bruit à mes oreilles. Dès que c'est prêt, je vous envoie ça. Ben oui. Puis, mais quand j'ai vu le métal, quand j'ai vu Dave Lombardo, la tournée Show No Mercy, ça a changé ma vie, ça. J'ai jamais vu quelqu'un jouer du drum de même. Puis encore aujourd'hui, je vois cet homme-là jouer du drum, puis c'est spectaculaire. Mais je vais faire mes devoirs un peu plus. Non. Non, mais je veux que tu partes un band. Ouais, ben, j'ai essayé longtemps de partir des bandes. Tu sais, j'ai essayé de jouer de la guitare, j'ai pas la patience de l'apprendre. J'ai même un drum, là. Moi, je suis équipé dans l'instrument. J'ai un Yo, accordéon, si un t'as un drum, t'es drum, sur la bonne voie, là. j'ai 7 guitares, j'ai une mandoline, j'ai un violon. T'as 7 guitares, puis t'as pas de band. Non, 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 je sais pas jouer. Pourquoi t'as 7 guitares? Parce que c'est beau. Ma blonde, dans le temps, elle m'a dit, pourquoi t'as 5 drums? J'ai répondu à la même affaire. Ben oui, mais tu sais, c'est pas des grosses guitares, là. C'est toutes des petites guitares à 150, 200 piastres, mais ça décore mon Tous les studio. instruments de musique sont beaux. Ben oui, c'est Si ça. tu l'aimes, c'est un bel instrument de musique. C'est ça. J'ai ma première guitare que j'ai eue quand j'étais adolescent. Plus de cordes, tout croche. Mais c'est pas grave, c'est beau. En tout cas, j'espère que tu te ramasses chanteur au moins dans un band. Ben, j'aurais aimé ça, mais j'ai essayé, j'ai essayé. J'ai fait un battle de band une fois au Club Soda. J'ai joué au Club Soda. Oh! Oh, yes, sir. OK. Mais c'est ça, c'est les genres de concours de band, là. Les, Oui, comment ça les s'appelait? Il y avait la guitare là, devant. Là. Emergenza. Emergenza. Ça, c'était du marketing à son meilleur. Oh my god, c'était la OK? On pire parle pas affaire. négatif, on parle pas positif, on fait juste parler marketing à son meilleur. Ah, ça c'est Ça sûr. en a vendu des billets. Ah ouais, tout le monde a vendu des billets pour avoir une belle heure, là. C'est du bon marketing, man. Ah, il D'ailleurs, j'ai eu savait. la chance d'aller au Club Soda il y a 2, 3 jours pour Lutte Académie. OK. Donc, je sais que ça n'a pas vraiment rapport, mais des concours de band, maintenant, c'est des concours de lutteurs, puis c'est le Ah, même principe. mais tu sais, Tu vends des billets, puis c'est les applaudissements qui choisissent. ouais, ils Puis, font. c'est M. Jacques Rougeau qui est le président de Lutte Académie. Puis je l'ai vu en 88 défendre la ceinture des frères Rougeau contre les Killer Bees pour la WWE. OK. Cet homme-là est encore dans la scène, man. Donc, Monsieur Jacques Rougeau, merci de continuer la lutte au Québec. Mais on a un amour avec la lutte sur le podcast ici. Moi, mon Partout au grand-père, Québec, là. là, c'est pas pire. Il n'y a pas personne qui a entendu l'histoire qui est présent du podcast parce que je l'ai conté souvent. Mais moi, mon grand-père, il était lutteur professionnel dans le temps. Il C'était s'appelait, lequel? il s'appelait Jerry Phillips. OK. Puis c'est lui qui a. Il est dans le livre de la lutte du Québec qui a été écrit, je me rappelle pas par qui. Puis il parle de lui comme quoi aussi c'est lui qui a parti la lutte de nains au Québec. Il était-tu un nain? Non, c'était pas un nain, mais c'est lui qui a parti la première ligue de lutte de nains au Québec, OK. professionnelle. Puis. Fait que Dude, on tu a devrais souvent être parlé de fier lutte. de ça. Ouais, oui, je suis fier Parce je qu'il suis n'y a pas vraiment beaucoup. fier de ça. Là. Il n'y a pas beaucoup de sports qui donnent des opportunités à des. Encore une fois, c'est des gens marginalisés. Mhm. OK, j'avoue que peut-être dans le temps, on voulait rire des nains, ça faisait rire les enfants. Mais si tu peux donner une job à tout le monde, pour n'importe quelle raison, let's go, man. Chapeau à ton grand-père. Ah ouais, ouais, c'est ça. Puis j'avais une photo, là, était incroyable, là, parce que dans cette ligue-là, il était arbitre. Puis il y avait c'est ça, une personne, il y avait un nain qui était couché à terre, puis un qui sautait de la troisième corde, puis t'avais mon grand-père dans le milieu qui checkait le saut, dans le fond. Puis le mouvement, tu sais, du nain dans les airs, là, mon grand-père dans lui, c'était une merveilleuse photo. Dude, moi, je me levais à 6 heures du matin quand j'étais jeune pour voir
le monsieur, si Dieu le veut, là, marcher sa troisième corde, comment il s'appelait, le Ah, là, je français? pourrais pas te dire, là. Ah, en tout cas, il y avait une émission Carpentier, monsieur Édouard Carpentier. Ok. Hey, je me levais à 6 heures du matin, puis je trouvais que ces hommes-là, c'était des super-héros, là. Ben oui. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être 2 semaines, Vince McMahon, le gars qui appartient toute la lutte, il s'est fait éjecter parce que pendant 25 ans, il payait des millions de dollars pour sexual harassment cases, toute la kit. Donc, tout d'un coup, je te parle de changement depuis 1 heure de temps. Quand tu te débarrasses des vieilles affaires racistes et sexistes comme Vince McMahon, là, ça va être sa fille d'une autre génération. Ça va être du monde qui sont pas des hommes blancs millionnaires qui vont se diriger la lutte. Mhm. C'était quoi la lutte? Des Iron Sheik, de Butcher, Ah ouais. on jouait avec les races, on jouait avec les religions, c'était caricature. C'était tout. Une façon de vendre la lutte d'une autre façon aussi, là. Ah ouais, puis c'est parce que m'a amené, c'est quand que c'est devenu, tu sais, que le monde a su que c'était plus, c'était tout théâtral, la lutte, là, c'est devenu un freak show complètement, là, tu sais, c'est Ouais, moi devenu, aussi, je commence à m'en douter. Je pense que la lutte, c'est fake, Alexandre. ouais, mais tu sais, c'est ça, c'est devenu tellement un freak show que, justement, c'est ça, on pousse les caricatures, les femmes hyper sexualisées, Ben oui, ben puis, oui. tu sais, aussi, là, va voir un show de lutte, tu sais, tu sais, oui, tu rentres dans l'ambiance, mais tabarnak, c'est épouvantable tout ce qui se crie, là. Ben, Thierry, je tripe sur le MMA, Ouais, puis j'ai eu la chance de faire ring announcer pour des événements Muay Thai pour le gym TriStar, le gym où ce que Georges Saint-Pierre. ok. En tripant sur le UFC, tu découvres aussi les autres ligues, PFL, Bellator, tout ça. Mais il y a un thème qui revient aussi. C'est le thème de la WWF. Malheureusement, le UFC, ils vont mettre de l'argent sur des Conor McGregor qui calent les Brésiliens ou sur des Colby Covington qui parlent contre les Noirs ou sur Ben, il y a c'est des médiatisé. Strickland qui parlent contre les homosexuels. Je sais qu'il y a une façon de monétiser. On parle de division depuis 1 heure de temps. Il y a une façon de faire de l'argent avec le racisme. Il y a une façon de faire de l'argent avec le sexisme. Il y a une façon de faire de l'argent avec l'homophobie. Mhm, Puis, plus qu'on a ces discussions-là, plus que ça va être dur pour eux autres de nous vendre cette division. mhm. Exact. Puis, si on parle un peu justement de ton processus pour faire ton livre, puis tout ça, comment que tu t'es mis dans ce processus-là J'avoue que d'écrire la ça? première année, moi, dans ma tête, je me suis dit, OK, je vais prendre 6 mois, j'écris tout ce que j'ai à dire, puis je vais sortir ça. Je suis 1 an en retard dans ma sortie de livre. C'est un peu plus compliqué que ça. Il est arrivé des événements parce que en parlant de ce livre, je me suis fait bien des ennemis, pas juste Marc puis Denis, mais beaucoup de gens ont comme pris ça. Peter est en train d'accuser tous les fans de Barf de racisme. Donc, j'ai été hacké une couple de fois sur Messenger, puis j'ai été attaqué, une attaque au couteau sur ma rue l'année passée, encore avec des commentaires racistes par un itinérant. Puis ça fait 20 ans que j'habite à la même place. Donc, j'ai trouvé ça des drôles de coïncidences là, que je me fasse attaquer personnellement sur ma rue, que je me fasse attaquer sur Facebook, que je me fasse hacker sur... Donc, je réalise l'importance de mon livre. Je dois peser mes mots quand je parle de racisme, quand que je nomme des noms. Et maintenant, j'envoie, à chaque fois que j'écris une page ou quoi que ce soit, je l'envoie à 2 personnes anonymes. Donc, si jamais il m'arrive de quoi, une attaque de cœur ou une attaque de couteau, le livre va sortir quand même. Puis là, ce que je fais, je vends des audiobooks puis des videobooks. Ça dure à peu près 5-10 minutes. Ça coûte 1 ou 2 piastres. Puis pour moi, c'est plus facile de faire que ce que je suis en train de faire là. Je raconte mon histoire. Après ça, il y a quelqu'un qui va le transcrire. Puis ça va, quand il va avoir assez d'histoire pour faire le livre, ça va être ça le livre. OK. Moi, en tant qu'écrivain, j'ai même c'était pas supposé être parler du racisme, ça devait juste parler de la vraie histoire de Barf, moi, Vincent, puis la contribution qu'on a faite. Puis à cause de ça,
j'ai vu tout ce que Marc a essayé de faire pour m'empêcher de travailler avec certaines personnes, m'empêcher de passer à telle émission, m'empêcher, me mettre des bâtons dans les roues. Donc, c'est là que, OK, c'est quoi la vraie guise? C'est quoi le vrai problème? Puis c'est là que j'en ai. OK, on va identifier le vrai problème. Le problème, c'est le racisme. That's it, that's all. Mhm. Ah, puis, est-ce que parfois ça te fait aussi repasser par des événements que tu trouves durs, puis tu sais que c'est-tu Ah, dude, émotionnellement dur à faire pour toi? c'est pas question d'émotion. Tu dis, tu sais, c'est juste une joke à chaque jour. Puis tu dis, bon, une joke à chaque jour. When they go low, you go high, tu sais. Moi, je suis posé de bien paraître là-dedans. Si quelqu'un m'attaque, dans ma tête, les autres vont dire, ben, c'est lui qui passe pour un esti de cave. Mhm. Mais c'est pas ça la réalité. C'est pas ça. Donc, euh, je dois prendre une certaine responsabilité parce que à cause que je viens d'une famille blanche qui utilise le mot nègre, ben, il y a des choses que tu acceptes. Tu dis, bon, ben, OK, c'est ça que tous les Québécois pensent. Puis, à cause que j'ai 54 ans, puis ma famille, les membres de ma famille ont 72, 73, ils ont une certaine mentalité qui ne fit plus, qui fit plus. Donc, ça a pris du temps avant que j'aille le courage de, divorcer ma famille. Je sais pas si tu le sais, je sais pas si tu peux imaginer Ah ouais, divorcer ouais. ta famille. Divorcer les gens que je pensais être mes amis, mais qui, en fin de compte, ah, Peter, c'est un bon drummer, Peter, il a un local, Peter, il a le meilleur drum, mais on veut pas que Peter réussisse parce que Peter, c'est pas vraiment un Québécois. Comprends-tu? C'est comme J'ai ça que des toi amis tu l'as québécois qui perçu, me là. voient. Toi, tu me vois-tu 100% québécois? Ben oui. Ouais. Mais si tu n'avais pas vu ma couleur, tu aurais juste entendu ma peau, tu m'aurais-tu vu plus considéré québécois? Non, t'es Non. québécois, pourquoi tu le serais T'as pas? quel âge, Alexandre? Moi, je vais avoir 30 ans. OK, OK. Tu fais partie de cette génération-là où m'a gagé, tu as des amis qui ont la peau brune, tu as des amis qui sont asiatiques, tu as des amis qui sont peut-être handicapés ou Ouais, trans, ouais. whatever. Tu comprends-tu? Dans ma famille, il n'y a pas de trans qui rentrent dans ma famille. Il n'y a pas de noirs qui viennent. Tu sais, il y a pas de... C'est toujours la même gang. C'est toujours. C'est un cochon On a eu fermé, là. une fois un noir, puis je me rappelle la façon que mon oncle Louis parlait de. C'était gênant. Non, je n'irai pas là. Mais tout ça pour dire que c'est une question d'âge. Puis je parle avec toi, Alexandre, puis j'espère la chance de parler avec d'autres podcasts. Ça ne sera pas du monde de 50 ans, je vais parler avec, c'est avec du monde justement de ton âge, avec. Euh, qu'est-ce qui fait que toi, tu trouves ça normal de voir quelqu'un avec la couleur différente que toi, mais tu le vois comme un vrai de vrai Québécois? C'est peut-être tes parents aussi qui t'ont élevé de même. Tu sais, t'aurais pu avoir des parents qui disent non, non, c'est pas de même, ça marche. Là. Eux autres, c'est des locataires, c'est des ouvriers, puis nous autres, on est les propriétaires, puis les Mhm. boss. Mais Tu je sais? pense que moi aussi, qu'est-ce qui a aidé, tu sais, moi j'ai une sœur plus vieille que moi qui m'a beaucoup introduit dans la musique punk, tu sais. Puis je pense que j'écoutais beaucoup des Birus, tu sais, Ouais. ce genre-là, fait que puis justement Exploited, Dead Key, j'ai écouté ça. J'avais 5 ans, je demandais à ma mère de mettre du Bérurier Noir dans le char, là. Fait que je pense que ça a toujours Oui, ça donne des bons été enfants, ça, ancré là. Là. en dedans de moi de ce parti-là, mais je pense aussi qu'on est, justement, tu sais, on est ouvert à ça, puis je pense que le Québec est censé être accueillant, puis tu sais, on a toujours été vendu comme ça, puis de voir le monde qui le sont pas, ça nous dérange, puis on est censé être une place d'accueil, puis je vois pas pourquoi qu'une personne qui se sent à sa place ici pourrait pas dire qu'il se sent québécois, puis qui est québécois dans le Ouais. fond, tu sais. Pourquoi tu pourrais pas Ben, dire que tu l'es, là? moi, je viens de Montréal-Nord, donc, tu sais, quand j'avais 10 ans en 1978, à Montréal-Nord, tu avais les Québécois, tu avais aussi une communauté italienne anglophone, puis tu avais une communauté grecque, un petit peu de grec, un petit peu d'espagnol. Mais après ça, tu as eu l'immigration, les boat people. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça des années. Tu avais une communauté asiatique. Puis Mhm. après ça, tu avais de l'immigration haïtienne parce qu'ils parlaient français en Haïti. Ouais. Donc, on va immigrer au Québec. Mais
c'est la communauté québécoise francophone, italienne, anglophone, on dirait que ça n'a pas mixé avec l'immigration haïtienne à Montréal-Nord. À Montréal-Nord, aujourd'hui, moi, j'ai quitté quand j'avais 20 ans en 88. Puis, tu sais, bon, il paraît qu'il y avait des bleus puis des rouges, puis tu avais les Bloods puis les Crips. C'était pas de même dans mon temps, là, mais quand je suis parti, il paraît que c'était venu comme, tu sais, quasiment comme les États-Unis, Mhm. là. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si je vais à Ange-Gardien. C'est quoi la population de Ange-Gardien? Il y a, ben, tu sais, il y a beaucoup de fermes puis tout ça, fait qu'il y a beaucoup de Mexicains qui sont engagés pour travailler sur les fermes, fait qu'on voit beaucoup d'Espagnols, Mexicains justement, puis En passant, tout. je trouve ça cool qu'on accueille ça, mais le principe d'engager Ah, une autre race puis les payer moins pour une ah, job parce qu'on veut pas le faire. c'est Là, dégueulasse ça ça, là. fait une autre du bruit à mesoreilles.com. On en parlera une autre fois. Mais tu Mais comprends-tu? j'ai Qu'est-ce que déjà. ça fait comme perception Ah pour les ouais. Québécois à Anse-Gardien de voir ces gens-là, des Mexicains, on va les payer moins cher parce que c'est juste des Mexicains. Un moment donné, je travaillais à Saint-Roch-de-L'Achigan, proche Ma de. famille vient de là. Ok, bon, ben, je travaillais à Saint-Roch-de-L'Achigan dans la meunerie Jean-Marc Henry. J'étais meunier là, puis on avait un trouble sur notre balance de camion. Il y avait pas mal de grains qui avaient tombé en dessous de la balance durant le chargement du camion. Puis on avait, eux autres, ils engageaient des Mexicains justement pour aller travailler dans les porcheries, puis tout ça, parce qu'il y avait aussi des porcheries. Puis là, ça sentait le style diable parce qu'il y avait eu la pourriture qui avait pogné là-dedans. Puis il voulait m'empêcher d'y aller, puis il était comme, oh non, on va envoyer les Mexicains, on va envoyer les Mexicains. J'étais comme, non, câlisse, pourquoi que lui, il faudrait qu'il le fasse, puis moi, je le ferais pas? Puis il m'a empêché, j'ai attendu qu'il parte, puis je suis descendu dans le truc avec les gars, je dis, les gars, moi, je vais vous aider, tabarnak, c'est pas vrai que vous allez faire ce petit job sale-là. Ils ont probablement rien compris de ce que je leur ai dit, parce que je parlais pas Non, espagnol, mais ils ont mais apprécié ton ils ont vu que gesture, man. moi, Chris, je vais vous aider, tabarnak. Je trouvais ça immoral, esti. J'étais... Mais en Pour... même temps, c'est les Québécois qui vont être à Ange Gardien, qui vont voir les Mexicains, il y en a qui vont sympathiser comme toi aussi, là. Tu sais, Mhm. puis ça sera pas, ah, on est mieux de mettre plus de cadenas sur nos. Il y a des Mexicains. On est mieux de faire attention à nos filles. Il y a des Mexicains. Je peux juste imaginer si moi j'arrive, j'aurais aimé ça faire l'entrevue face à face avec toi, puis j'arrive à Ange Gardien. Tu sais, peut-être que le monde m'aurait regardé bizarre, ou peut-être que ça aurait passé comme du beurre. Ça dépend tout le temps. euh, Comment je pourrais dire? S'il y a une concentration, Mhm. s'il y a déjà du Mais monde Mais qui ça, il sont n'y a là. pas. C'est clairement majoritairement blanc, là, ici. On a beaucoup aussi, tu sais, parce qu'il y a l'usine Olimel, qui est là, puis qui engage beaucoup de personnes de l'extérieur. Comme ils ont. Je sais que mon ex-blonde qu'on habitait ici ensemble, justement, a fait des amis en travaillant là chez Olimel qui venaient de Mauricie, mettons. Les autres, il y avait un contrat de 2 ans, ils venaient travailler chez Olimel pour eux pendant 2 ans, puis ça leur permet d'obtenir leur visa, ben leur citoyenneté canadienne, puis OK. de pouvoir amener leur famille ici aussi. Mais c'était-tu une job que Québécois ne pouvaient pas faire? Non, non, c'est une job, c'est la ligne de boucherie. De Tu production? sais, il y a des Québécois qui travaillent là aussi, puis OK. mais ils engagent aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de Québécois qui veulent faire ça, je pense. Fait qu'ils engagent ces Mais personnes-là, tu puis viens de leur le dire, là, il n'y a pas beaucoup de Québécois qui veulent le faire à cause de l'argent. Mhm. Donc, on pourrait régler le problème d'une autre façon que, Augmenter les on est salaires, puis les d'accord, il y Québécois aurait vont d'autres vouloir le façons de faire. régler le problème, là. Ah ouais, c'est ça. Mais ils font ça, mais par exemple, ils payent un salaire plus décent que souvent, je pense que les fermiers vont payer. Puis ils offrent cette possibilité-là aussi d'avoir leur papier canadien puis de pouvoir amener leur famille. Tu sais. Ça vaut 1 million, ça, en passant. C'est ça, tu sais. Fait qu'il y a un avantage pour eux d'aller travailler là. Tu sais. Fait que c'est moins de l'exploitation, je pourrais dire, entre Je guillemets. serais Là. pas surpris qu'à Ange Gardien, j'aille dans un bar puis il y a une soirée fiesta parce que justement, l'influence espagnole ou Mm. l'influence de Ouais, la ça. Il n'y a musique pas de bar à mexicaine. Ange Gardien, mais oui, ça pourrait. OK, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant, là? C'est ça.
Mais ouais, c'est ça. Hey, ça fait 1 heure qu'on Hey, Alexandre, qu'on ça a jase. été un plaisir de jaser avec toi. C'est vraiment pas un sujet le fun. C'est pas un sujet facile à parler sans se faire des ennemis. Mais je vais en parler. Je vais en parler le plus souvent possible. Puis je te remercie beaucoup. Mais je te souhaite bonne chance dans toutes tes démarches que tu entreprends, puis que tu Ah, puisses aller au bout de ce que tu fais. Puis si jamais ça va avoir aidé de faire cette entrevue-là, ben, je suis content pour toi. Puis tu m'as envoyé des chansons aussi, fait qu'on va faire jouer ça pour ceux qui nous écoutent sur Twitch. Tu m'as envoyé 3 chansons, je te laisse me présenter. oui! J'ai envoyé. C'est quoi je t'ai envoyé? Ouais, Les trois? c'est bon. Excuse. La première, c'est le Verrochère. Vers Oh, le la champ. Verlochère, c'est surprise. C'est la seule chanson, pas de vocal, pas de drum, puis c'est la meilleure chanson sur l'album Surprise. Donc, des fois, less is more. Puis la deuxième, c'est ma version de Tennessee Whiskey avec bar acoustique. Ouais. Puis la troisième, j'ai choisi le petit poisson live, mais j'aimerais ça. S'il n'est pas trop tard, je sais que c'est tout programmé d'avance, mais tu m'as parlé de Berry Rien Noir. Salut à toi. Oh là là, Ouais. salut à toi. Cette chanson-là, elle serait très appropriée pour notre podcast. Parfait. Ben, gars, je vais la rajouter en plus. Excellent. Fait que je vais aller la chercher durant que ceux-là ils jouent. Puis je vais la faire jouer à la fin. Fait que Alexandre, merci beaucoup. ça fait plaisir. Si on veut se procurer tes choses, où est-ce qu'on peut aller voir ça? Je te laisse te Facebook, plugger. merci beaucoup. Facebook, la vraie histoire de Barf. Le livre disponible, j'espère, bientôt. En attendant, audiobook, 1 pièce. Vidéobook, 2 pièces. Et la musique de Barf acoustique aussi, il y a des t-shirts. C'est tout sur Facebook. Les liens sont Essayes-tu là. de vendre des t-shirts, là? Non, non. Je vais peut-être en faire des t-shirts. Hey, en passant, j'ai une compagnie de t-shirts, donc si du bruit à mes oreilles.com ont besoin d'un nouveau design, t-shirt Jackson Laplaca, ça tombe bien, c'est à la même place que Studio. Drum 101. Yes! Alright. Fait que tu m'enverras tous tes liens. Je vais tout mettre ça dans la description du podcast. Puis merci de nous avoir contactés. C'était super intéressant de t'entendre parler Merci à toi, Alexandre. de ton J'apprécie histoire. beaucoup. Je vais te renvoyer d'autres stocks dès que c'est prêt. Parfait, ça va faire plaisir d'en parler sur le podcast. Merci. Passe une belle journée. Puis pour du bruit à mes oreilles, vous pouvez nous suivre partout aussi. Les réseaux sociaux, on est là. Pour nous encourager, on a un Patreon à 3 puis 4 les forfaits que vous avez tous nos épisodes environ 1 mois d'avance. Puis vous pouvez nous encourager aussi sur Twitch si vous êtes abonné à Amazon Prime. C'est gratuit pour vous puis ça nous donne un petit 3 piastres. Fait que si, c'est avec des petites pièces de même qu'on va pouvoir s'acheter un ordinateur. Yes, fait que merci tout le monde d'avoir été là. Merci Peter. Puis au plaisir. Merci, Alexandre. Yes, bye. Bye.
Il y a des micros. Si tu chantes, tu mets sur notre disque live. Tu vas pouvoir t'écouter à la maison dire regarde maman, c'est moi qui chante. Ça vous tente-tu de chanter le petit poisson avec moi? Le petit poisson, il est allé se baigner. Une chanson de Damnation. Le petit poisson, hostie. Le petit poisson, il est allé se baigner dans un trou d'eau, sa rue Sainte-Catherine. Le petit poisson, il est tout défoiré parce qu'il watchait le plot en vitrine. Le petit poisson, il est mort. Le petit poisson, il est dead. Crache dans ses bouts. Le petit poisson, yeah!
à toi, tous les grandes villes. Salut à toi, la BTV. Salut à toi, le Vador. Salut à toi, chérie Bibi. Salut à toi, chérie Bibi. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Salut à toi, Laurent. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Salut à toi. Salut à toi, Akuma. Salut à toi, vulgaire machin. Salut à toi, et ton père. Salut à toi, Junior Collet. Ok, vous êtes tous à la place ce soir. On demande gentil ici au micro. Merci. La session de rien n'est pas finie. Gino connaît les control tower. Merci Québec. On s'aime. Tous on s'aime.